Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve en ce mois d'août pour mon 15 des tops et des flops de la saison 2025-2026 du top 14. Comme chaque année, je tiens à préciser que ces équipes ont été constituées en prenant en compte seulement mon avis personnel, c'est ultra subjectif. Évidemment, je pense que vous n'aurez pas le même 15 que moi, pas les mêmes 15 que moi, et par conséquent, je vous invite à débattre en commentaire, le tout dans le respect et la bienveillance, je vous en remercie. Je vous rappelle aussi de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, je fais des vidéos sur le top 14 toute l'année. Enfin bref, il est temps de parler du 15 des tops. On commence par la première ligne et les piliers gauche. Alors pour moi il y a 3 noms vraiment qui se sont démarqués cette saison. D'abord Giorgi Akraladze, le Clermontois, Baptiste Erdosio, le Montpellierin, et une petite surprise, Jefferson Poirot, le Bordelais. Et mon choix s'est tourné vers Baptiste Erdosio. Il y avait plutôt une finale entre le Clermontois et le Montpellierin, mais c'est le Montpellierin qui, pour moi, a été le meilleur pilier gauche de la saison. Ultra dominant en mêlée, ça s'est démontré notamment lors des phases finales où, à part peut-être contre Toulouse, sinon ils ont détruit la mêlée des Parisiens. Et surtout, on voyait très bien qu'ils avaient cette espèce de domination mentale aussi sur les piliers. Des fois, ils avaient un peu cette technique à pousser un peu de travers sans se faire prendre par l'arbitre. Bref, Baptiste Erdosio est pour moi le pilier gauche de l'année. Au talon, je vais aller sur son compère Jordan Uelese. Pour moi, il n'y a pas eu trop eu de concurrence. Il a été un des fers de lance de Montpellier. Il a marqué beaucoup d'essais suite au ballon porté. Il a aussi joué en 3ème ligne en Coupe d'Europe. Ça a été un joueur ultra complet. Et à part peut-être Maxime Lamotte, franchement, je trouve que ça a été le joueur au-dessus à ce poste. En pilier droit, pareil, j'hésitais entre plusieurs noms, notamment Joël Merclair, Wilfried Oukpata et Giorgi Melikidze. Le pilier droit parisien a fait une saison exceptionnelle déjà, il a marqué 10 essais sur la saison en top 14, c'est juste faramineux pour un pilier. Et puis aussi, il faisait partie d'un pack qui était ultra conquérant, et à part celui de Montpellier, aucune autre équipe du top 14 n'arrivait à rivaliser avec la mêlée du Stade Français Paris, et Giorgi Melikidze n'y était pas étranger. Et d'ailleurs, son absence en demi-finale pour cause de blessure, je trouve, s'est fait ressentir. En deuxième ligne, on retourne du côté de Montpellier avec Florian Verhaeghe. Il a pris une autre dimension cette saison. Ça faisait plusieurs années qu'on ne l'avait pas revu en équipe de France, et là, grâce à sa bonne saison, il a fait la tournée lors du National Championship. Et puis même, ça a été un guerrier, toujours à la pointe du combat, très agressif, mais dans le bon sens du terme. Il est aussi un très bon renfort dans l'alignement de Montpellier, et l'alignement de Montpellier a beaucoup utilisé Florian Verhaeghe. Ça a été un des titulaires de la saison du côté de Montpellier, et pour moi, il est titulaire dans ce 15. En numéro 5, je vais pas vous mentir, je trouve que il y avait pas trop de profils qui m'ont marqué sur cette saison. Alors oui, il y a Michael Guillard avant qu'il se blesse, il y a Jimmy Maximin qui a fait des plutôt bons matchs avec la section, mais j'irai plutôt sur Emmanuel Meafou, bien que la fin de saison ait été un peu plus compliquée. Sur l'ensemble de la saison, j'ai trouvé ultra dominant, ultra précieux dans le jeu de Toulouse, et si Toulouse est une nouvelle fois champion de France, c'est aussi grâce à lui. En troisième ligne, pour moi, elle est claire et limpide. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais du coup une ligue avec mon club de rugby sur la grande mêlée, la fantasy game où on crée une équipe avant chaque journée, et chaque journée j'avais quasiment la même troisième ligne, à savoir Jack Willis, Lininushi et Beka Gorgadze. Alors oui, il y avait du monde, il y a beaucoup de troisième lignes qui ont fait des grosses prestations cette saison. Là comme ça, je me suis noté Jégou, Maniarara, Woki, Gazzotti, Vunipola, mais je trouve que ces trois-là ont été au-dessus du lot. Déjà Jack Willis, sa phase finale a été exceptionnelle, il a été je crois joueur du match sur la demi et la finale, et puis même s'il l'a pas été, quel joueur putain. Et Leninushi, il a vraiment pris notre dimension lui aussi, à l'instar de Florent Verhaeghe. Le capitaine a seulement 22 ans du MHR, ça a été un des joueurs qui a fait le plus de courses ballon en main, qui a avancé le plus en main. Il y a des matchs où il met des doublés, il sait courir, plaquer, sauter, gratter, il sait tout faire. Et franchement, il a fait une saison remarquable, qui lui a ouvert aussi les portes de l'équipe de France avec c'est d'abord le 6 Nations puis la tournée pour la Nation Championship. Et enfin Beka Gorgadze parce que c'est le capitaine de la section, il représente vraiment ce club, il avance sur chaque ballon, sur chaque impact, il est vraiment ultra précieux même aussi dans le leadership, et c'est dommage que son peut-être plus mauvais match de la saison intervienne lors de la première phase finale de la section face au Racing. Au niveau de la charnière, alors en 9, il y avait beaucoup de choix, je trouve, mais je vais partir sur Nolan Le Garec parce qu'il y avait tout simplement un La Rochelle avec Le Garec et un La Rochelle sans Le Garec. Sans Le Garec, ça s'est vu cet hiver où La Rochelle piétinait, n'arrivait plus à gagner, perdait à domicile, et dès qu'il est revenu, La Rochelle a enchaîné les victoires pour au final se qualifier dans le top 6 après une saison précédente où il n'avait pas réussi. Et pour moi, Le Garec a été un des transferts les plus réussis de cette saison. Il a vraiment apporté tout son leadership, tout son punch, toute sa vitesse, en plus de très bien buter. Donc Le Garec pour moi est le 9 de l'année, même si Lucu évidemment était dans la discussion, ou encore Paul Graou. En 10 pareil, alors c'était un peu compliqué parce qu'il y a des 10 qui ont fait des très bonnes saisons, je pense à Louis Carbonel qui
a réussi à renaître de ses cendres après une saison très compliquée la saison précédente. Il y a Harry Plummer qui a été lui aussi un des transferts les mieux réussis de cette saison. Mais je vais partir sur Mathieu Jalibert qui est juste dans une forme olympique en ce moment, que ce soit avec l'équipe de France ou avec l'UBB. Alors ok, l'UBB n'est pas arrivé à se qualifier dans le top 6, mais ça a été vraiment un des joueurs qui n'a jamais failli cette saison. Au centre, pour moi, c'était une évidence. En numéro 12, je vais aller sur Fabien Broboiry, qui est peut-être le futur meilleur centre du monde, parce qu'il est exceptionnel à 21 ans. Il a cette capacité à casser les plaquages tout le temps. Il s'est imposé dans cette équipe de la section très jeune, notamment ligne de 3/4. Lui, il s'est imposé, comme on a l'impression que ça fait 10 ans qu'il est dans le circuit national. Capable de jouer 12, capable de jouer 13, de joueur de ballon. Je suis sûr que même il pourrait buter tellement il a de qualité. Fabien Broboiry est pour moi vraiment la révélation de l'année et surtout le meilleur premier centre, ce qui lui a permis d'ailleurs aussi de découvrir l'équipe de France. En 13, pareil, c'était un peu compliqué, il n'y a pas forcément un 13 qui est sorti du lot selon moi. Alors il y a Gaëton qui pouvait aussi être dans la discussion plutôt qu'il a fait une bonne saison. Il y a Kelvin Gourg aussi pour son explosion. Mais je vais aller sur Jeremy Ward pour un aspect défensif ultra important. Pareil, gros leader au Stade Français. Il met des tubes quand il en a envie. Il permet à son équipe d'inverser le momentum quand il fait ça. Jeremy Ward est pour moi le meilleur 13 de la saison. Et surtout, que son association, que ce soit avec Noah Néné ou Tanivili, ça ne changeait rien. Les deux associations se complétaient très très bien. Aux ailes, comment ne pas parler de Juta Wainicolo, meilleur marqueur de la saison. C'était peut-être une des seules satisfactions du côté de Lyon cette saison. Là aussi, un mercato très réussi. Et sans lui, je pense que Lyon aurait pu tomber bien bas parce qu'il a débloqué plein de situations. À l'autre aile, je vais aller sur Théo Atisobé. C'est une année encore de la confirmation. J'ai l'impression qu'il ne déçoit jamais. À part peut-être justement son match en barrage contre le Racing où il a un peu déçu, ou du moins il n'était pas au niveau auquel on l'a connu. Sinon cette saison c'est presque un 10 sur 10, il a été exceptionnel et c'est pas pour rien que la section a réussi à aller chercher cette première qualification. C'est grâce à cette ligne de 3/4, j'en parle, Broboiry, j'ai failli mettre Gaëton, là Atisobé, bref, Atisobé a pour moi été l'un des éléments déterminants de cette saison du côté de la section. Et enfin, le numéro 15, il y avait du choix parce que je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des saisons intéressantes. Max Spring, Léo Barré, David Nignashvili entre autres, mais je vais aller sur Tom Banks qui s'est imposé à Montpellier. Il a loupé qu'un seul match, je crois, de championnat, et en comptant aussi la phase finale. Un jeu au pied de mammouth, des relances bien senties, une pointe de vitesse qui est toujours présente alors qu'il a dépassé la trentaine, et c'est juste un leader exemplaire, vraiment. Je pense à cette demi-finale qui est exemplaire aussi. Bref, Tom Banks est le meilleur arrière de l'année pour moi. Et donc, voici mon équipe au complet. Alors comme ça, je vais pas mettre de remplaçants, mais de toute façon, vous avez un peu l'idée avec les joueurs que j'ai cités. Je vais aussi parler des autres joueurs que j'ai pas cités. On va commencer par la deuxième ligne avec Boris Palu, Baptiste Pesanti, notamment. C'est eux qui ont, pour moi, été les meilleurs à leur poste. En 3/4, on peut parler de Grand Didier et Lebel aux ailes. Biel Biarré, dans une autre mesure, il a été très très bon, mais je pense qu'il y a d'autres joueurs à mettre avant lui. Au centre, Moefana, même s'il a raté une bonne partie de la saison, est revenu comme un patron. Lennox Wu aussi, du côté de Montpellier, un joueur dont on parle peu, mais qui a su prendre sa place. Et enfin, à l'autre aile, Arfeuil ou Teddy Thomas ont aussi fait des bonnes saisons. On va passer maintenant au flop. Et là pareil, je tiens juste à préciser qu'il n'y a aucune méchanceté, c'est juste souvent des joueurs qui ont des gros potentiels, qui pourraient faire beaucoup mieux, mais qui m'ont un peu déçu sur cette saison, et ça veut pas dire que le joueur est nul, ça veut pas dire qu'il a rien à faire là, au contraire même, j'aimerais vraiment qu'il me fasse fermer ma gueule et que l'année prochaine il fasse des saisons exceptionnelles. Et donc on va commencer par la première ligne, avec Hugo Boniface. Déjà, il était vraiment installé au numéro 3 de la hiérarchie au poste des piliers gauche, et pour que Jefferson Poirot soit le titulaire indiscutable de l'UBB, alors qu'il y a deux jeunes piliers, à savoir Perchaud et Boniface, je trouve que c'est un peu inquiétant du côté de l'UBB. Et puis bon, Boniface, ça a été beaucoup d'indiscipline, pas du tout conquérant en mêlée, et franchement très déçu, et je trouve qu'il part sur une saison moyenne du côté de l'UBB, et il va à Vannes, et j'espère pour lui qu'il va savoir se relancer. On va continuer avec un autre joueur de l'UBB, à savoir Gaëtan Barlow. Il arrivait avec plein de promesses, beaucoup d'attentes sur ce joueur, avec notamment la rotation avec Maxime Lamotte, savoir qui allait prendre le devant sur l'autre, et au final il n'y avait pas débat. Maxime Lamotte a explosé quand Gaëtan Barlow a eu du mal toute la saison à prendre ses marques. Alors on peut se dire que c'est une première saison dans un nouveau club, qu'il faut s'adapter, et c'est ce que je lui souhaite. J'espère que la saison prochaine va être meilleure. À droite, un peu même profil, c'est Georges-Henri Colombe qui a quitté La Rochelle pour Toulouse et qui était très loin dans la hiérarchie des piliers à Toulouse. Alors qu'il a un potentiel physique exceptionnel, il a goûté à l'équipe de France plusieurs fois déjà, et franchement, s'il arrivait à être régulier, ça pourrait être une vraie valeur sûre à droite de la mêlée pour Toulouse et pour le 15 de France, et notamment pour Toulouse, pour l'après Aldeguerri. En deuxième ligne, c'est un joueur qui, je crois de mémoire, était dans mes 15 des tops les deux saisons précédentes, c'est David Ribans. Alors, il n'a pas fait une saison catastrophique non plus,
mais tout simplement, à l'image de son club, il a fait une saison en deçà des attentes. Je l'ai trouvé franchement fatigué, moins dominant que les saisons précédentes. C'est peut-être aussi l'accumulation des matchs parce que c'est un joueur qui enchaîne beaucoup. Et il avait moins de leadership en fait. Il faisait partie de ces leaders à Toulon qui ne répondaient plus trop présents, notamment sur la fin de saison. Je pense à lui, je pense à Baptiste Serin aussi également, Thomas Albornoz. Bref, des joueurs qui avaient du mal sur la fin de saison après une saison à rallonge, puisqu'ils sont allés quand même en demi-finale de Champions Cup. Et de l'autre côté, c'est Will Skelton, tout simplement parce que je trouve qu'il arrive à un moment de sa carrière où c'est peut-être limite compliqué pour lui de la continuer. Il se blesse énormément, sa dernière blessure, il était revenu je crois 2-3 matchs et après il se fait le tendon d'Achille, et c'est surtout pour lui en fait que je le mets en flop parce que il pourrait apporter tellement encore, mais avec son gabarit c'est tellement compliqué de résister aux blessures que pour moi je pense qu'on se dirige doucement vers une fin de carrière pour cet immense joueur. Je vais avoir deux profils assez similaires en troisième ligne. D'abord Langui Glisson, qui, je crois, n'a fait aucun match, ou peut-être un match avec Montpellier avant de se blesser et faire une saison blanche. Et c'est dommage parce qu'il y avait beaucoup d'attentes sur ce joueur. On espérait vraiment qu'il s'intègre dans la rotation de Montpellier. Pareil pour Jean-Luc Duprez du côté de l'UBB, qui a fait 3 matchs seulement à l'UBB et qui, lui, a un problème vraiment très particulier avec les commotions. Alors, si il a le feu vert du médecin et s'il se sent apte pour jouer, tant mieux pour lui, mais je trouve ça vraiment risque. Pour l'instant, il est parti pour reprendre une saison avec l'UBB. On verra ce que ça va donner. Et enfin, l'autre troisième ligne, c'est Mahamadou Diaby, qui avait quitté Bordeaux pour Perpignan dans un premier temps, qui a eu du mal à s'imposer, qui faisait partie de cette équipe de Perpignan qui a eu beaucoup de mal en début de saison et qui a fait 11 défaites d'affilée. Et surtout que ça s'est terminé assez tôt, puisque je crois que c'est en février ou en mars qu'il quitte Perpignan pour Montpellier, où il a fait 1 ou 2 matchs sans plus, et franchement, il n'a pas laissé une grande image dans ces deux clubs. À la charnière, je vais mettre une charnière d'un seul et même club, un club qui a vraiment galéré cette saison, c'est Lyon, avec Baptiste Couillou et Léo Berdeux. Baptiste Couillou, tout simplement parce que, en fait, c'est surtout son absence qui est pour moi synonyme de la mauvaise saison de Lyon, puisqu'il a été énormément absent entre les commotions et les blessures, et puis quand il était là, on sentait pas non plus que c'était le grand Baptiste Couillou. Un exemple très concret, c'est pour moi dans la discussion pour l'équipe de France au poste de numéro 9. En fait, je discutais avec quelqu'un et le nom de Baptiste Couillou ne nous est même pas venu à l'esprit, tellement en fait il a été oublié à cause de ses blessures et de la mauvaise saison de Lyon. Et du coup, son compère Léo Berdeux aussi a eu du mal, et à la fin c'était même plus Martin Méliande qui était préféré à Léo Berdeux, alors que Léo Berdeux quand même c'est un joueur qui frôlait l'équipe de France. Il a eu une sélection entre guillemets en Uruguay il y a 2 ans. Enfin, Léo Berdeux c'est quand même un joueur qui normalement une valeur sûre de ce top 14, et là cette saison elle est plutôt ratée, à l'image de son club. Au centre, je vais partir sur une grosse déception, et j'ai un peu triché parce que j'ai mis 2 numéros 13, parce que comme je vous l'ai dit dans les 15 des tops, c'est qu'il y avait beaucoup de numéros 12 dans la discussion, mais assez peu de numéros 13, et là c'est l'inverse, il y a beaucoup de numéros 13 qui pour moi m'ont déçu. Et donc le premier numéro 13, c'est Paul Coste, que je vais mettre du coup en 12, parce que en fait il était un des centres les plus prometteurs. En 2024, il était titulaire lors des titres de Toulouse, et là il est devenu un joueur de rotation quoi, et c'est pas pour rien qu'il quitte Toulouse pour le Racing, pour se relancer. Et puis il y a toujours cette petite manie de Paul Coste qui est un peu dérangeante, c'est de vouloir faire le geste de trop. Il y a trop de offload, trop de gestes manqués qui après ont permis des contre-attaques pour les clubs adverses, et je pense que c'est aussi pour ça que Hugo Mola l'avait un petit peu sorti du groupe. Et en numéro 13, cette fois-ci, un vrai numéro 13, Cyril Mekala, parce que la magie du Fidjien s'est totalement envolée en fait. C'est une saison ultra irrégulière pour le Fidjien, très très haut l'année dernière, très très bas cette saison, et j'en avais parlé un petit peu de ce syndrome Stade français, où une année le Stade français est très haut, une année ils sont très bas, et là en tout cas Makala c'est un peu ça. Aux ailes, je vais d'abord partir sur Lester Etienne. Alors oui, c'est certainement pas un titulaire en puissance du côté du Stade français Paris, mais là il a fait seulement 10 matchs, alors qu'il y a à peine 2 ans il était en équipe de France pour la tournée en Argentine. Vraiment il est un peu dans le creux de la vague en ce moment, Lester Etienne. Je crois qu'il est en dernière année de contrat, et s'il veut se faire prolonger ou trouver un autre club, il va falloir qu'il retrouve un peu confiance déjà en son jeu, et parce que là il a très peu de matchs pour montrer ce qu'il vaut. Et de l'autre côté, je vais aller sur Damien Penaud, qui s'est fait piquer au vif, qui a eu un début de saison très laborieux, qui était quand même sélectionné à ce moment-là en équipe de France, mais bon c'était limite. C'était aussi surtout dû à la blessure de Théo Atisobé, et après il s'est fait évincer, ça a fait parler. Il y a eu un repositionnement au centre qui lui a fait du bien je trouve, mais bref, quand il était à l'aile, je trouve qu'il n'était pas à son niveau, et ça peut se voir aussi lors de sa tournée où il a une sélection, il fait à peine 40 minutes, parce que si la blessure arrive peut-être aussi plus facilement quand mentalement t'y es pas. Et enfin à l'arrière, je vais mettre Hugo Pacom, c'était une des recrues les plus attendues du côté du Stade Rochelais, et franchement
franchement, a quasiment pas vu, et les matchs qu'il a vus, c'était un peu quand La Rochelle souffrait et était en manque de résultats. C'est un des joueurs qui a le plus de talent et qui pourrait vraiment s'imposer dans cette équipe de La Rochelle, du moins dans la rotation. Il faudrait qu'il se reprenne parce que c'est dommage de gâcher un talent aussi brut. Bon, après, pareil, pas de remplaçant, mais je vais citer comme ça des noms qui me sont venus. Thierry Paiva, qui a eu du mal à confirmer, qui s'est aussi blessé en allant au Stade Français, et notamment en demi-finale, quand il intègre la feuille de match suite à la blessure de Georgi Melikidze, la mêlée recule et se fait ultra dominer par Montpellier. Thierry Paiva, pour moi, est un peu une déception cette saison. On va aller aussi pour moi sur une évidence, c'était Tom Raffi. Déjà, c'était un transfert un peu spécial, prêté de Brive à Clermont, et là, Clermont, il a clairement échoué. Il n'a pas le niveau top 14, il faut le dire, et c'est pas pour rien qu'il se retrouve en national maintenant à Périgueux. Je vais aller aussi sur un flop relatif. C'est Thibaut Flamand qui a fait une saison en deçà des attentes qu'on a envers lui. Il était remplaçant lors des phases finales, mais bon, c'est pas non plus un vrai flop. Hugo Reus, parce qu'il a fait 3 clubs en une saison et c'est un peu particulier comme situation, même si la fin de saison avec l'UBB était plutôt bonne. Yannick Tarit pour son coup de casque dans le plexus d'Efren Elias en journée 11 ou 12. Gibson Popolaï, parce que c'est un joker médical de Montauban qui a fait seulement 30 secondes en top 14, puisqu'au bout de 30 secondes, il prend un carton rouge. Et enfin, Thomas Larreguin aussi, du côté de Montauban, qui, je trouve, sur chaque sortie, a été décevant. Et déjà que l'équipe de Montauban était décevante, lui, il était encore plus décevant que ses coéquipiers, et je trouvais ça vraiment assez affligeant. Enfin bref, cette vidéo des 15, des tops et des flops est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je rappelle que ce n'est que mon avis, il est ultra subjectif, et si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre, de débattre avec vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube, comme je le disais en début de vidéo, il y aura une vidéo preview début septembre, juste avant la reprise. Je vous rappelle aussi de ne pas hésiter à vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Il n'y a plus TikTok vu que je me suis fait bannir. Il n'y aura plus de format court sur TikTok, mais ils seront toujours présents, alors à la fois sur la chaîne YouTube, mais aussi sur Instagram et sur Facebook. Enfin bref, c'était Bourrichon. Ciao ciao.